qu'on attendait. Et ils n'ont pas trouvé de développement autre, B2B par exemple, et donc la boîte a dû fermer. Donc, voilà, des choses très futuristes ne sont pas forcément les plus efficaces. Un autre, aussi pour lequel on avait pas mal d'inquiétudes, mais au début on était très motivés, c'est un robot modulaire. Regardez, voilà, on peut assembler les morceaux et en fait il reconnaît sa propre configuration et peut adapter son mouvement en fonction de ça. Donc c'est dire, oh, c'est génial, c'est les roboticiens de l'université de Pékin. Ça c'est le genre de choses qu'on trouve dans des labos au MIT ou à l'EPFL en Suisse. C'est robotique modulaire, c'est voilà, l'EPFL, je leur avais rendu visite, donc ils m'avaient montré aussi 2 modules qu'ils avaient fait. Ils disaient, bah, voilà, on a 2 modules, ça s'articule, machin, c'est bien. Je disais, super, et alors, bon, combien ça coûte? Bon, 3 000 € les 2 modules. Ok, les applications, on pensait un robot articulé pour aller sauver des gens dans des zones difficiles d'accès, genre un serpent, ou des articulations pour faire du mobilier modulaire, par exemple pour les personnes âgées. Bon, 3 000 € le genou, ça fait cher. Alors les Chinois ont réussi, notre équipe là, a réussi à faire ça pour à peu près 500 $, enfin 500 € disons, ce qui est une belle performance, mais qui reste quand même un peu cher pour un truc qui n'était pas encore très clair au niveau de est-ce que c'est un jouet, est-ce que c'est un truc éducatif, est-ce que c'est un outil. Ils ont essayé sur Kickstarter, bon, ils sont arrivés trop courts par rapport à leur objectif, et on s'est dit, bon, bah, on a essayé, maintenant qu'est-ce qui se passe? Et bon, ben, un peu de temps passe, et puis je les contacte et je leur demande comment ça va. Ils disent, ben, en fait, ça va. Je dis, ok, ça va. Vous vendez vos robots à 500 $ à des parents qui veulent apprendre la robotique à leurs enfants. Ils font, ah non, non, ça on a B2C, on a laissé tomber. On vend des packages de 50 000 $ aux écoles. Ok, alors, et pourquoi les écoles achètent vos robots au package à 50 000 $? Ils disent, ben, c'est tout simplement parce que, en fait, ils utilisaient beaucoup de Lego et de Lego Technics. Et du coup, quand on fait du Lego, on passe beaucoup de temps à assembler et pas beaucoup de temps à faire de la robotique. Tandis qu'avec ça, comme ça s'assemble en 3 secondes, on peut faire beaucoup de robotique et peu d'assemblage. Et donc ça leur plaît beaucoup. Et donc maintenant ils vendent dans plein d'écoles et ils ont donc une équipe de 30 personnes à faire ça. Donc ils sont passés du B2B à du B2G, B2 Government. Et du coup, ça marche. Les robots qu'on fait, c'est plutôt ce genre-là. Ils ne ressemblent pas vraiment à des robots du futur, mais ils font des tâches utiles et viables commercialement. Par exemple, celui-là à gauche fait de l'inventaire dans des supermarchés. Il a récemment d'ailleurs fait un déploiement chez Decathlon, une boîte américaine. Celui-là nettoie l'extérieur. Celui-là fait de l'inspection, donc les différents types d'inspection. Là, il inspecte des roues de bus, par exemple, pour éviter qu'elles éclatent. Celui-là nettoie des vitres. Et celui-là nettoie les sols. Vous voyez, petite obsession avec le nettoyage. On en a d'autres, d'ailleurs. Ensuite, donc, ce qu'on voit, c'est que finalement, ce qui est futuriste, c'est pas toujours le plus viable. Quelquefois même, c'est orthogonal. Et c'est d'ailleurs un peu un problème, parce que souvent, quand on parle avec des conférences qui disent bah, tiens, est-ce que vous pouvez nous envoyer des startups? On va mettre des startups sur scène, tout. Si vous voulez un robot qui bouge. Ils disent ah ouais, on voudrait un truc un peu visuel. Allez, ben, est-ce qu'un robot qui nettoie la scène, ça vous pas donc c'est pas très spectaculaire, quoi. On avait envoyé le robot qui nettoie ses vitres à une conférence du Wall Street Journal, ben, il a nettoyé la vitre, déjà l'installation d'une grande vitre sur la scène. Voilà, c'est pas plus spectaculaire, mais bon, ils sont pas là pour faire du spectacle. Voilà. Le deuxième biais, c'est le vilain petit canard, c'est-à-dire un robot qui n'a pas l'air terrible, enfin un robot ou n'importe quoi, de la technologie qui n'a pas l'air terrible parce qu'ils ne sont pas bien packagés, et qui donc inquiète des investisseurs qui ont du mal à voir comment on passe à l'étape suivante. Ils se disent, ben voilà, ça a l'air trop laboratoire, il va falloir trop longtemps pour avancer. Pour aller à l'étape suivante, c'est trop risqué ou c'est trop cher. Ça, c'est Simulate Robotics, c'est le robot d'inventaire. C'est le prototype sur lequel nous, on a investi. Donc voilà, c'était pas très spectaculaire. Mais en fait, ils avaient déjà passé beaucoup de barrières technologiques au niveau software et navigation.